Après la mort de ma grand-mère, tout s'est effondré. Les choses n'étaient pas parfaites avant cela, mais nous nous serrions les coudes, mes parents, mon petit frère Chris et moi. Nous avions des anniversaires, des fêtes, des mauvaises années et des bonnes années. Mais quand elle est morte, quelque chose s'est brisé en mes parents, et ils n'ont même plus essayé de cacher qui ils étaient vraiment. Elle était la seule personne de la famille qui me comprenait vraiment. Quand j'ai déménagé après l'université, c'est avec elle que je suis resté le plus en contact. Elle appelait tous les dimanches, envoyait des cartes pour des choses aléatoires et me glissait de l'argent quand j'étais dans le besoin. Elle disait toujours que je lui rappelais elle-même. Et c'est peut-être pour ça qu'elle m'a laissé ce qu'elle a laissé. Elle m'a laissé plus qu'à mes parents. Pas des millions ou quelque chose de ce genre, mais assez pour faire la différence, assez pour rendre mes parents fous. Je ne l'ai pas étalé. Je ne me suis pas disputé, mais je n'ai pas proposé de le partager avec eux non plus. C'est là qu'ils se sont complètement retournés contre moi. Les appels ont cessé. Les textos sont devenus froids, puis ont complètement cessé. Quand j'ai essayé d'en parler, ils ont dit que je les manipulais, que je profitais de leur gentillesse. Ils ont dit beaucoup de choses que je ne répéterai pas. Peut-être que je m'attendais à ça de mon père. Il a toujours été le genre de gars qui voit les gens comme des transactions. Mais ma mère, elle n'a même pas hésité. Elle a pris son parti comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. La dernière chose qu'elle m'a dite avant de couper les ponts, c'est que je devais sérieusement réfléchir au genre de fille que j'étais. Chris était le seul qui ne s'est pas détourné. Il a 20 ans, il vit toujours chez ses parents, coincé dans cet endroit bizarre où tu veux grandir mais tu n'en as pas les moyens. Il a continué à me contacter, à appeler, à envoyer des textos, a même fait le trajet pour me voir plusieurs fois. N'a jamais rien demandé, voulait juste passer du temps, jouer à des jeux vidéo, parler de musique. Il n'a jamais abordé la question de l'argent ou du drame, sauf si je le faisais. Il y a quelques mois, il a commencé à insinuer que maman et papa se sentaient coupables, que je leur manquais. Je n'y ai pas cru. Je lui ai dit que j'étais passé à autre chose, et c'était en grande partie le cas. Mais il a commencé à insister un peu plus. Il a dit qu'ils étaient prêts à faire la paix, qu'ils avaient réalisé qu'ils étaient allés trop loin. Il a dit qu'il en avait marre de jouer les intermédiaires, marre de faire semblant que nous étions encore une famille. J'ai laissé passer un peu de temps. J'y ai réfléchi plus que je n'aurais dû. Puis, la semaine dernière, j'ai décidé que ça valait peut-être la peine de réessayer. J'ai dit à Chris que je paierais le dîner, un bon dîner. Nous tous. Terrain neutre. Rien de fantaisiste, juste une chance de s'asseoir et de parler comme des adultes. Il était excité. Il a dit qu'il leur en avait parlé. Il a dit qu'ils étaient d'accord. Alors, j'ai réservé l'endroit. Pas bon marché, mais ça en valait la peine si cela signifiait un nouveau départ. J'ai mis la réservation à mon nom, 5 personnes, 19h samedi soir. Puis j'ai fait les 5 heures de route jusqu'à leur ville. Pas de fanfare, pas d'attente. J'espérais juste qu'ils se présenteraient et qu'ils essaieraient. Je suis arrivé un peu en avance. J'ai donné mon nom à l'hôtesse. Elle a souri et m'a conduit à une table. Je me suis assis, j'ai commandé de l'eau, j'ai attendu. 15 minutes se sont écoulées. Puis 30. Aucun signe d'eux. Le téléphone de Chris était éteint. C'était bizarre. Il ne l'éteint jamais. J'ai commencé à me demander si quelque chose s'était passé. Puis mon téléphone a vibré. Un message de mon père. Tu as vraiment cru qu'on allait venir ? Tu es un loser fini. Je regrette de t'avoir créé il y a 25 ans. Pas de ponctuation, tout en majuscule. Je l'ai regardé pendant longtemps. Je ne me suis même pas senti triste, juste engourdi. Et puis, pour une raison quelconque, j'ai ri, pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était tellement mesquin, tellement complètement absurde que je n'arrivais pas à croire que j'avais gaspillé tout ce temps et cet argent pour ça. Je n'ai pas fini mon eau. Je me suis levé et je suis sorti et j'ai trouvé un hôtel à quelques pâtés de maison. Je ne rentrais pas à la maison. Pas encore. Je n'avais pas fini. Je ne suis pas rentré chez moi. Je n'y pensais même pas. Après tout ce qui s'était passé au restaurant, je savais que quelque chose s'était brisé en moi, mais pas d'une manière dramatique avec des cris dans la rue. C'était calme, concentré, froid. Je suis resté allongé sur le lit d'hôtel à fixer le plafond pendant la majeure partie de la nuit. Je n'ai pas dormi. Je n'ai pas mangé.
J'ai juste pensé à la façon dont ils avaient soigneusement planifié cela, à la façon dont ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Prendre le téléphone de Chris, c'était délibéré. Attendre la dernière seconde pour disparaître, c'était pareil. Ce n'était pas un malentendu. C'était un coup monté. Ils s'attendaient à ce que je me retire comme d'habitude, mais cette fois, ils ont rendu ça personnel. Ils ont impliqué Chris, et ils se sont assurés que ça fasse mal. J'ai ouvert mon ordinateur portable vers 5 heures du matin. Mon esprit était déjà en train de tourner autour de l'idée qui était dans le fond de ma tête depuis des années, quelque chose que je n'aurais jamais pensé mettre à exécution. Pas parce que j'avais peur, mais parce que je pensais que j'étais au-dessus de ça. Mais si vous poussez quelqu'un assez loin, il commence à se demander ce que le fait d'être meilleur lui a jamais apporté. Le cabinet comptable de mon père a l'air petit de l'extérieur, juste un petit endroit avec une enseigne rouillée sur le côté du garage et un site web qui n'a pas été mis à jour depuis 2011. Mais ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'il en tire de l'argent réel depuis des années, et pas toujours légalement. Il avait l'habitude de s'en vanter quand j'étais plus jeune, surtout quand il avait trop bu ou qu'il était d'humeur arrogante. Il faisait les impôts pour un tas d'entreprises qui ne fonctionnaient qu'en espèces, des salons de manucure, des ateliers de carrosserie, quelques types louches qui louaient des biens immobiliers. Une partie de cela était légale, une autre partie ne l'était absolument pas. Il y avait des écritures en partie doubles, de fausses déductions, des personnes à charge fantôme, de l'argent qui n'était jamais déclaré. Il empochait de l'argent supplémentaire de ses clients pour gérer le risque. Il appelait ça du business intelligent. Grand-mère n'en a jamais rien su. Maman a fait semblant qu'elle ne savait pas. C'est moi qui l'ai aidé à nettoyer après une surtension il y a des années. Il pensait que toutes ces données étaient perdues, mais j'ai trouvé un moyen d'en récupérer la plupart et de les sauvegarder. J'ai tout sauvegardé, les anciennes factures, les déclarations d'impôts, les feuilles de calcul, les listes de clients sur un disque séparé. À l'époque, je pensais juste que j'étais serviable. Je ne lui ai jamais dit que j'en avais gardé une copie. Mais maintenant, ça ressemblait à un pistolet chargé que je ne savais pas que je portais. Le disque était toujours dans mon sac à dos. Je l'ai branché, j'ai ouvert les dossiers un par un, et j'ai tout vu exactement là où je l'avais laissé. J'ai vérifié les noms, les dates, les montants. Il y avait quelques fichiers que même moi je ne comprenais pas complètement, mais assez pour que n'importe quel membre des forces de l'ordre les comprenne, surtout ceux qui présentaient des incohérences évidentes entre les états de revenus et les déclarations à l'IRS. Je ne me suis pas précipité. Je voulais être minutieux. J'ai passé la majeure partie de la journée dans un café à proximité, un casque sur les oreilles, à trier et à organiser les fichiers. J'ai imprimé certaines choses. J'ai souligné les parties clés. Je savais ce que je cherchais, des schémas, des liens entre les clients, l'ampleur de ce qu'il avait fait. Le soir, j'avais un classeur assez épais pour inquiéter quelqu'un. Et pas seulement mon père. Certains de ses clients avaient des noms que je reconnaissais, des gens qui ne voudraient pas que cela soit révélé, des gens qui brûleraient mon père vif s'il pensait qu'il pourrait les entraîner avec lui. Je ne suis pas allé à la police. Je ne suis pas allé voir un avocat. J'ai contacté quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis 4 ans, Mélissa. Elle travaille pour l'IRS et la division des enquêtes sur le terrain. Nous sommes brièvement sortis ensemble à l'université, et nous sommes restés amis après cela. Je lui ai dit que j'avais quelque chose qu'elle aimerait voir. Elle ne m'a pas pris au sérieux au début, jusqu'à ce que je mentionne 3 noms et un numéro. Alors sa voix a changé. Elle m'a demandé de la rencontrer le lendemain matin. Cette nuit-là, j'ai reçu un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était Chris. Hey, ils ont pris mon téléphone samedi. Je viens de le récupérer. Où es-tu? Je lui ai donné le nom de mon hôtel. Il a appelé tout de suite. Il avait l'air calme, confus. Il a dit que maman et papa lui avaient dit que j'avais annulé le dîner, que j'avais changé d'avis et que je ne venais pas. Je n'ai même rien dit. Je lui ai juste envoyé une capture d'écran du message que papa m'avait envoyé. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil pendant un moment, puis une seule phrase, je ne savais pas. Je lui ai dit que je le croyais. Il m'a demandé ce que je faisais encore dans la ville. J'ai dit, je m'occupe de quelques affaires de famille. Je ne lui ai pas dit ce que je faisais. Pas encore. Le lendemain matin a ressemblé au premier vrai jour de ma vie. J'ai mis un simple sweat à capuche noire, j'ai pris le classeur que j'avais préparé et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au hall. En allant au bureau de l'IRS,
mon téléphone a vibré plusieurs fois avec des numéros familiers. Je les ai ignorés. J'avais une réunion à 9h30. Je suis arrivé à 9h10. Mélissa était toujours la même, boutonnée, visage sérieux, le genre de personne qui ne sourcillerait même pas si vous faisiez tomber une bombe devant elle. Elle a silencieusement feuilleté les premières pages du dossier. Son doigt s'est arrêté sur un chiffre, puis sur un autre. Elle a levé les yeux et m'a regardé droit dans les yeux et a juste hoché la tête une fois. « Pouvez-vous me laisser ça ?» Je lui ai dit que je pouvais laisser des copies. Les originaux restaient avec moi. 2 heures plus tard, elle a appelé. J'étais assis dans la chambre d'hôtel, à moitié en train de regarder une émission de cuisine et en train de me demander ce que Chris pensait. Elle n'a pas perdu de temps. Nous allons lancer une enquête. J'ai besoin que vous veniez avec moi. Je pensais qu'elle voulait dire que je devais retourner au bureau. Je me suis trompé. Elle voulait dire chez mes parents. J'étais dans une berline noire du gouvernement avec des vitres teintées. Il y avait 3 autres personnes dans la voiture, toutes silencieuses, habillées de façon décontractée, mais avec cette attitude indéniable de « ne plaisante pas avec moi ». Une autre voiture suivait. Nous n'utilisions pas de sirène, mais cela semblait quand même bruyant, comme si toute la ville devait nous regarder. Nous sommes arrivés à la maison vers midi. Leur maison n'avait pas changé depuis que j'étais enfant, même allée craquelée, même garniture verte délavée. Pendant une seconde, quelque chose de presque nostalgique s'est insinué, puis la porte d'entrée s'est ouverte. Mon père était là en chaussettes, tenant un sandwich. C'était surréaliste. Il m'a vu en premier, puis les autres personnes qui sortaient des voitures derrière moi. J'aimerais avoir une photo de son visage à ce moment-là, la façon dont la couleur l'a quitté comme si quelqu'un avait tiré le bouchon. Mélissa est passée devant moi et a monté les escaliers sans hésitation. Elle a montré un badge, a dit quelques mots rapides que je n'ai pas compris. 2 autres agents l'ont suivi à l'intérieur. Mon père a dit quelque chose comme « il doit y avoir une erreur », puis quelque chose à propos d'un mandat, mais elle l'a interrompu. Je suis resté dehors avec l'un des agents. Je n'avais pas à entrer. Je ne voulais pas. Chris est sorti environ 10 minutes plus tard. Il m'a vu et s'est arrêté. Ses yeux ont commencé à passer de moi aux voitures et aux agents, puis de nouveau à moi. J'ai hoché la tête une fois. C'était tout. Il s'est approché lentement. Ils ont dit que c'était l'affaire de papa. Fraude ou quelque chose comme ça? Je n'ai pas répondu. C'était toi. J'ai dit, tu n'aurais pas dû t'impliquer dans leur jeu. Il n'a plus parlé après cela. Il s'est juste assis sur le trottoir à côté de moi. Certains des voisins avaient commencé à regarder par leurs fenêtres. Une femme de l'autre côté de la rue filmait avec son téléphone portable. Un camion a klaxonné en passant, le chauffeur ralentissant pour regarder. Cela commençait à devenir réel. Puis nous avons entendu des cris à l'intérieur. Fort, étouffé, puis le silence. Et 1 minute plus tard, Mélissa est ressortie, suivie par l'un des agents avec 2 ordinateurs portables et un classeur épais que j'ai reconnu provenant du bureau de papa. J'ai vu ma mère à la fenêtre. Elle n'est pas sortie. Mon père est sorti avec quelqu'un à côté de lui, parlant vite, gesticulant. Son sandwich avait disparu. De même que ce regard suffisant que j'avais vu sur son visage au moins 1000 fois en grandissant. Quand il m'a vu debout à côté de Chris, il s'est arrêté net. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes, pâle comme neige, la bouche à moitié ouverte. Je n'ai pas dit un mot. Lui non plus. Mélissa a dit, ce n'est que le début. Il n'a pas encore été arrêté, mais il sait ce que cela signifie. J'ai hoché la tête. Il sait. Alors que les voitures s'éloignaient, Chris m'a regardé et a dit, que va-t-il se passer maintenant? Je lui ai dit, maintenant, ils savent ce que ça fait de tout perdre. Et ce n'était que le début. Je n'arrêtais pas d'attendre que les choses se calment, comme si quelqu'un allait me taper sur l'épaule et me dire, bon, le spectacle est terminé. Retour à la vraie vie. Mais personne ne l'a fait. Au lieu de cela, chaque jour semblait creuser le trou plus profond. Le jour après le premier raid, j'ai reçu un appel de Mélissa. Elle avait l'air à la fois amusée et légèrement dépassée. Ils ont trouvé beaucoup plus que ce à quoi nous nous attendions. Elle a dit, apparemment, ton père avait transformé la maison en une scène de crime à petit budget au fil des ans. Non seulement ils ont trouvé des documents fiscaux non déposés cachés derrière une fausse isolation dans le garage, oui, vraiment,
mais ils ont également trouvé des douzaines de faux dossiers de clients avec différentes versions des déclarations d'impôts des mêmes personnes. Identités multiples, revendications multiples. Ils jouaient à un jeu de chiffres, créant de fausses personnes à charge et les recyclant avec de légères variations. Un type nommé Brian Miller avait apparemment déclaré le même cousin handicapé 3 années de suite sous 3 noms différents. Et ce n'était même pas son cousin. C'était un type au hasard sur Facebook que mon père avait trouvé parce qu'il avait l'air inoffensif. Mais le summum, le canapé, pas entre les coussins, pas quelques billets de 20 pliés. Non, ils ont trouvé de véritables enveloppes remplies de liasses de billets entourées d'élastiques à l'intérieur du canapé, cachées dans une fente sous le cadre, enveloppées dans de vieux sacs d'épicerie et du ruban adhésif. Qui fait ça, d'ailleurs? Mon père, apparemment. Près de 40 000 $ en espèces. Quand j'ai entendu ça, j'ai juste cligné des yeux et j'ai dit, il se préparait pour l'apocalypse ou il prévoyait simplement de simuler sa mort et de s'enfuir? Mélissa a ri et a dit, vraiment? Nous essayons encore de comprendre ça. Et la cerise sur le gâteau, un vieux classeur verrouillé dans la remise qu'il avait oublié, avec une clé de secours scotchée à l'arrière. À l'intérieur, des notes manuscrites avec des astuces fiscales étiquetées comme s'il s'agissait d'un projet scientifique de collège. Une section était littéralement intitulée « S'il demande, je n'invente pas ça ». Les agents de l'IRS ont tout photographié. Quand ils lui ont montré les preuves, il a apparemment essayé de faire semblant d'être confus. Il n'arrêtait pas de dire des choses comme « ce n'est pas à moi, et je ne me souviens pas de ça », ce qui a presque fait craquer Mélissa quand elle me l'a raconté plus tard. Je jure, a-t-elle dit, il ressemblait à un type qui venait de se réveiller d'un coma dans la vie de quelqu'un d'autre. J'ai dit, c'est comme ça qu'il avait l'air le jour où maman lui a dit qu'elle me gardait. Il y a 25 ans, exactement le même regard. Chris a ri plus fort que je ne l'avais vu rire depuis des mois. Mais les rires se sont arrêtés quand les chiffres sont arrivés. Cela a commencé avec 130 000 $. C'était juste les impôts impayés de base sur plus de 10 ans. Mais ensuite sont venues les pénalités, les alertes à la fraude, les estimations des revenus non déclarés, les frais de retard, les intérêts et quelques autres termes qui semblaient inventés mais qui étaient apparemment très réels. Le montant total final, 431 880 $ et 73 cents. Et ce n'était que le début. Il y avait encore des audits en cours liés aux entreprises avec lesquelles il avait travaillé. Si l'une d'entre elles décidait de le balancer pour sauver sa propre peau, et certaines l'avaient déjà fait, il pourrait être tenu responsable de bien plus encore. Un type, un propriétaire de station de lavage du nom de Félix, avait déjà fourni des déclarations signées disant « Mon père avait fait des ajustements sans permission ». Mélissa a dit que l'expression « accusation criminelle » était maintenant évoquée lors de conversations à huis clos. Cette nuit-là, après tous les appels et les rapports et une deuxième entrevue avec un agent fédéral, j'ai reçu un texto. Numéro inconnu. Il faut qu'on parle. C'était mon père. Pas d'insulte, pas de tirade en majuscule, juste ça. Je l'ai fixé longuement. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai pas bloqué. Pas encore. Parce que s'il voulait parler, je voulais qu'il comprenne vraiment qui il avait essayé de briser. Je voulais voir s'il pouvait me regarder dans les yeux et agir comme s'il avait encore du pouvoir sur moi. Je voulais savoir ce que ça lui faisait maintenant que tout ce qu'il avait construit s'effondrait, et que j'étais toujours debout, toujours calme, toujours debout et loin d'avoir fini. Le trajet jusqu'à leur maison ressemblait à la fin de quelque chose, comme si le générique aurait dû commencer à défiler dès que nous nous sommes engagés dans leur rue. Chris ne parlait pas, il regardait juste les mêmes maisons défiler, capuche baissée, mains agrippées à son sac à dos comme quelqu'un qui attend que les turbulences passent. Je ne l'ai pas poussé. Le poids de la semaine était déjà assez lourd. Quand nous sommes arrivés à la maison, elle avait l'air différente, plus petite, en quelque sorte plus sombre. Les stores étaient baissés comme pour tenir le monde à distance. Les mêmes carillons éoliens pendaient près de la porte d'entrée, tintant doucement comme si rien n'avait changé, mais tout avait changé. Je vais être rapide, a dit Chris. J'ai acquiescé. Il ne m'a pas demandé d'entrer, et je ne l'ai pas proposé. Certaines choses, un homme doit les faire sans témoin. J'ai attendu dehors un moment, 10 minutes, puis 20, puis 30. Je pouvais sentir la tension dans ma poitrine augmenter plus il restait là-dedans. Je n'avais pas peur que quelque chose arrive, pas comme ça. J'imaginais juste les conversations, la culpabilité, le désespoir, la façon dont ils allaient probablement tout retourner pour essayer de le faire rester. Mais il n'est pas revenu en pleurant. Il n'est pas revenu en colère.
Il est revenu en ayant l'air plus vieux, 2 valises, un sac de sport, sa guitare. Je l'ai aidé à les charger dans la voiture sans rien dire. Alors que nous nous éloignions de la maison, il n'a même pas regardé en arrière. Nous nous sommes arrêtés à une station-service juste à l'extérieur de la ville. J'étais en train de faire le plein quand il est revenu avec 2 sodas, une barre chocolatée et un appareil photo jetable bon marché. Je l'ai regardé, et il a juste haussé les épaules. Je me suis dit que je pourrais avoir envie de me souvenir de ça un jour. Pas des mauvaises parties, juste de ce que ça a fait de partir. De retour dans la voiture, il m'a finalement raconté ce qui s'était passé là-dedans. Ils n'ont pas crié. Ils ne se sont pas battus. Maman a pleuré. Papa n'a pas dit grand-chose, il a juste fixé le mur la plupart du temps. Il a fait une pause. Elle a dit qu'elle ne savait pas comment ils en étaient arrivés là, que c'était comme si elle s'était réveillée et que tout était détruit. J'ai attendu. Alors elle a demandé si tu étais sérieux au sujet de ne jamais revenir. J'ai demandé ce qu'il lui avait dit. Il a dit, oui, que tu étais on ne peut plus sérieux. Il a pris une profonde inspiration. Je ne pense pas qu'elle sache qui tu es encore. Elle ne l'a jamais su, ai-je dit. Nous sommes arrivés chez moi un peu après 20 heures. Je n'étais pas rentré depuis une semaine. L'air sentait différemment, comme des draps propres et de vieux livres. Chris a porté ses affaires lentement, regardant autour de lui comme s'il ne savait pas où se tenir. Je lui ai donné la chambre d'amis. Elle n'était pas grande, mais elle avait de l'espace, un lit, une fenêtre, un placard, et surtout, de la distance par rapport à tout ce bruit. Pendant qu'il déballait ses affaires, je suis retourné à l'hôtel pour récupérer le reste de mes affaires. Le gars à la réception m'a demandé si tout s'était bien passé. Je lui ai dit que ça s'était passé comme ça devait se passer et j'en suis resté là. De retour à la maison, nous avons mangé des restes réchauffés au micro-ondes et regardé un truc stupide à la télé. Chris n'a pas dit grand-chose. Moi non plus. C'était suffisant d'être juste là, loin de tout ça. Vers minuit, il s'est tenu dans la cuisine en buvant de l'eau, appuyé contre le comptoir. Tu penses qu'ils vont réparer quelque chose? J'ai secoué la tête. Ils ne peuvent pas réparer ce qu'ils ne connaissent pas. Il a baissé les yeux sur le verre dans ses mains. Tu as toujours dit qu'on devait rester ensemble quoi qu'il arrive. Ouais, ai-je dit. C'était avant qu'ils ne découvrent que je ne me tairais pas. Il a ri doucement. Ils ont vraiment tout fait exploser. J'ai dit, ils ont allumé l'allumette. J'ai juste arrêté d'éteindre le feu. Il n'a pas posé d'autres questions cette nuit-là. Il était à la maison maintenant, pas seulement dans ma maison, mais loin de la leur, de leur bazar. Et ce bazar, il était à eux maintenant. Pour une fois, nous n'en faisions pas partie. Mise à jour 1. Cela fait 2 semaines que le fisc a frappé à la porte de mes parents, et les retombées ont été tout ce que j'attendais et un peu plus. Chris et moi nous sommes installés dans un rythme. Il dort mieux, mange comme une personne normale à nouveau, a même trouvé un emploi dans ce minuscule magasin de musique qui a l'air de ne pas avoir été nettoyé depuis les années 90 mais qui vend d'une manière ou d'une autre des guitares vintage à plein prix. Il rentre à la maison en sentant la poussière et le vernis à guitare. Et honnêtement, je pense qu'il aime ça. Il dit que le propriétaire le laisse jouer ce qu'il veut quand il n'y a personne. Je pense que c'est la première fois qu'il se sent utile depuis longtemps. Nous ne parlons pas beaucoup de nos parents, sauf si nous devons le faire, et la semaine dernière, nous avons dû le faire. Mélissa m'a appelé tard jeudi, pas tard, mais à l'heure où la plupart des appels sont soit une erreur, soit de mauvaises nouvelles. Sa voix était directe. Pas de fioritures. Il finalise les accusations. C'est grave. L'enquête s'était terminée plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Il traquait une poignée d'affaires fiscales suspectes depuis des années, mais il n'avait pas le tissu conjonctif pour tout relier jusqu'à ce que mon intervention atterrisse entre leurs mains. C'est à ce moment-là que tout a commencé à se mettre en place. Il s'est avéré que la petite opération de mon père avait touché bien plus que son propre compte bancaire. Certains des clients dont il avait trafiqué les déclarations sont maintenant dans le collimateur. La plupart ne savaient même pas qu'il avait déclaré de faux dépendants sous leur nom ou utilisé leurs entreprises pour demander des déductions douteuses. Ceux qui l'ont découvert en premier se retournent déjà contre lui. Un type, un entrepreneur en CVC, s'est présenté au bureau du fisc avec une déclaration manuscrite et une boîte de beignets, suppliant pratiquement d'être libéré. Le fisc ne va pas arrêter mon père. Pas encore, en tout cas. Ce qui est plus probable, c'est la ruine financière.
Les amendes s'accumulent, pénalités civiles, impôts en retard, ajustements pour fraude. Tout s'empile comme un jeu de Jenga financier. Mélissa dit que l'estimation totale se situe maintenant entre 580 000 et 640 000 $. Dans le meilleur des cas, dit-elle, il perd tout et s'en va en devant de l'argent pour les 15 prochaines années. Et puis elle a lâché quelque chose qui m'a fait cligner des yeux. Il est également question d'une hypothèque légale fédérale au nom de ta mère. Cela m'a pris au dépourvu. Je n'avais pas pensé qu'elle s'impliquerait aussi directement. Elle a signé certaines des déclarations en tant que titulaire de compte secondaire. Mélissa a expliqué, nous sommes encore en train de déterminer si elle comprenait ce qu'elle signait. Chris ne connaissait pas cette partie jusqu'à ce que je la lui raconte. Il s'est tu, puis a dit qu'il n'était pas surpris. Ils ont toujours tout fait ensemble, surtout les trucs louches. Quelques jours plus tard, Chris a fait défiler l'un des messages Facebook de ma mère. Une autre vieille photo. Celle-ci datait d'un voyage dans un parc d'attractions quand j'avais peut-être 11 ans. Nous sourions tous dans des chemises assorties. La légende, nous avons construit une vie d'amour et de travail acharné. Nous prions pour la paix ces jours-ci. Il me l'a montré sans rien dire. J'ai regardé l'écran et j'ai dit, l'amour et le travail acharné, hein. Chris a dit, au moins, elle prie. Nous avons tous les deux ri, pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était fou. La partie inattendue est arrivée quand j'ai vérifié mon courrier le lendemain matin et que j'ai trouvé une lettre d'un avocat, pas le mien, le leur. À l'intérieur, il y avait une demande polie, digne d'un avocat. Serais-je ouvert à discuter d'une affaire familiale privée, éventuellement par le biais d'une médiation? Je l'ai lu 3 fois avant de rire si fort que j'ai failli renverser mon café. Je n'ai pas répondu. Je ne répondrai pas. Ils ont fait leur lit. Ils y ont mis le feu. Maintenant, ils doivent dormir dans les cendres. Mise à jour 2. Une semaine plus tard, et d'une manière ou d'une autre, la poussière ne s'est toujours pas retombée. Au contraire, elle s'épaissit. Chris a reçu un message de notre mère la nuit dernière, pas un appel téléphonique, pas même un texto en bonne et due forme, juste une note verbeuse et pleine de fautes de frappe sur Facebook Messenger. Elle a dit qu'elle croyait toujours que la famille pouvait guérir et que Chris devrait rentrer à la maison pendant quelques jours juste pour voir la vérité. Il me l'a montré sans rien dire. Je pouvais dire que ça le secouait un peu, pas parce qu'il avait envie d'y aller, mais parce qu'au fond de lui, il espérait encore qu'une partie d'eux se ressaisirait et se comporterait comme de vrais parents. Je lui ai dit ce que je lui dis toujours maintenant, tu ne vas pas retourner dans une maison en feu juste parce qu'ils ont mis des fleurs à la fenêtre. Il n'a pas répondu, il a juste posé son téléphone et a fixé le mur pendant un moment. Le fisc n'avait pas ralenti. Mélissa m'a renseigné à nouveau, cette fois plus officieusement. Apparemment, les fédéraux avaient trouvé 2 autres comptes bancaires liés, tous 2 au nom de mon père, mais aucun n'était indiqué dans ces dossiers. L'un d'eux était utilisé pour transférer de petites sommes tous les quelques mois vers un compte d'épargne au nom de jeune fille de ma mère. Lorsqu'ils l'ont confrontée à ce sujet, elle a dit qu'elle avait oublié qu'il existait. Ils ne l'ont pas cru. Et voici où ça devient encore plus surréaliste. L'un des noms sur les faux dépendants n'était pas inventé. C'était une personne réelle, une femme en Floride sans aucun lien avec notre famille, qui avait été signalée lors d'un audit de sa propre déclaration parce que quelqu'un avait déclaré qu'elle vivait à notre adresse 3 ans plus tôt. Lorsque le fisc l'a appelée, elle a dit qu'elle n'avait jamais entendu parler de mon père. Elle n'était jamais venue dans notre état. Il s'avère qu'il avait obtenu son nom du cousin d'un client, ou quelque chose d'aussi compliqué, juste assez proche pour passer inaperçu. Sauf que maintenant, le radar est à son maximum. Chris et moi avons fait une promenade cette nuit-là juste pour sortir de la maison. Il faisait froid et calme, et nous avons croisé le gamin qui promenait son chien et qui a dit bonjour comme si de rien n'était. Et pendant une seconde, j'ai eu l'impression que rien de tout cela n'était réel, que nous étions juste 2 frères parlant de musique ou de film ou de ce dont les gens parlent quand leur vie ne s'est pas transformée en un drame illégal. Puis Chris m'a demandé, tu penses qu'ils ont un jour pensé que tout cela finirait par les rattraper? J'y ai réfléchi. Je ne pense pas qu'ils aient pensé à autre chose qu'à ce qu'ils pouvaient s'en tirer. Il a hoché la tête lentement. C'est drôle. Ils ont toujours parlé de responsabilité, d'honnêteté. Ouais, ai-je dit. Ils étaient vraiment doués pour parler. Nous avons dépassé le restaurant dont les lumières étaient encore allumées. Chris l'a montré du doigt. Allons manger. Et c'est ce que nous avons fait. Des hamburgers et du café à minuit comme si le monde ne s'était pas retourné.
Parce que d'une manière ou d'une autre, au milieu de tout ça, la vie continue, et c'est peut-être la chose la plus étrange de toutes.